Et si je vous disais que les films les plus fascinants jamais réalisés se cachent à la vue de tous, attendant que vous les découvriez ce soir gratuitement? Ce soir, nous plongeons dans l'ombre pour découvrir ces classiques du noir perdu, des thrillers psychologiques si bruts qu'ils font paraître le cinéma d'aujourd'hui aseptisé en comparaison. Chacun a été destiné à l'oubli par la faillite, la mise à l'index ou le scandale moral, pour être ressuscité par des archivistes numériques ayant pour mission de préserver les visions les plus dangereuses du cinéma. Baissez les lumières, éteignez votre téléphone et ne faites confiance à personne pendant la prochaine heure. Ces 14 films ne se contentent pas de divertir, ils infiltrent votre subconscient et y demeurent bien après le générique de fin. Scarlet Street, 1945. Le drame moral d'une nuit pluvieuse de Fritz Lang lacère le rêve américain avec des couteaux expressionnistes allemands. Edward G. Robinson, généralement le bandit fanfaron, se rétrécit en Christopher Cross, un caissier dominé qui peint pour échapper à une réalité morne. Entrée Joan Bennett, la séductrice du trottoir, et Dan Duryea, le proxénète gluant, siphonnant le talent de Cross jusqu'à ce que l'humiliation se transforme en homicide. Ce qui rend ce film noir particulièrement venimeux, c'est la connaissance intime de Lang sur l'effondrement de la société. Ayant fui l'Allemagne nazie seulement une décennie plus tôt, il comprenait à quel point le vernis de la civilisation peut facilement se fissurer. Regardez comment il filme la descente de Robinson, d'abord dans son appartement exigu, où les ombres de la cage de l'oiseau de sa femme zèbrent son visage comme des motifs de prison, puis plus tard, dans les rues détrempées de pluie, où chaque flaque devient un miroir, reflétant sa conscience fracturée. Lang a filmé dans les studios de Universal pour 3 sous, mais il a plongé chaque prise dans les ombres des stores vénitiens, évoquant son chef-d'œuvre d'avant les nazis, Ems. Les censeurs de New York l'ont interdit carrément pour immoralité, déclarant que ses thèmes d'adultère, de vol et de meurtre impunis étaient trop corrosifs pour le public américain. Lorsque la faillite du producteur a fait tomber le droit d'auteur dans le domaine public, Scarlet Street est tombé dans l'oubli jusqu'à ce que la restauration numérique le sauve de la décomposition. Aujourd'hui, un scan HD impeccable est diffusé gratuitement sur l'Internet Archive, sa séquence finale de hallucination au tribunal où la culpabilité de Robinson se manifeste comme le fantôme moqueur de Bennett, provoquant encore des frissons. Aucun effet d'horreur numérique n'a surpassé le simple truc de Lang, de la double exposition et de la voix réverbérante. C'est la magie du film noir à son état pur, une terreur psychologique née de rien d'autre que de la lumière, de l'ombre et de la fragilité humaine. De Tours, 1945. 6 jours de tournage, 30 000 $, une machine à brouillard. Edgar G. Ulmer a transformé ces fragments en un cauchemar cinématographique. Le pianiste déchu Al Roberts fait de l'autostop vers l'ouest, s'assoupit et se réveille avec un conducteur mort et une veuve noire nommée Vera, qui peut sentir la culpabilité à 50 pas. Quel que soit le chemin que tu prends, le destin te fait un croche-pied. Cette phrase de la narration de Roberts pourrait tout aussi bien être le manifeste du film noir, et De Tours l'incarne dans chaque image. Ulmer, lui-même exilé de Hollywood après une liaison avec la femme d'un cadre du studio, connaissait quelque chose aux conséquences inévitables. Sa caméra reste oppressivement proche du visage de plus en plus désespéré de Tom Neal, créant une atmosphère de cocotte minute que les thrillers psychologiques contemporains rêveraient de reproduire. Ulmer a réutilisé le même décor de café 3 fois, ajoutant un néon neuf à chaque passage. La claustrophobie renforce la narration peu fiable de Roberts. Sommes-nous en train de regarder la vérité ou un alibi? Le moment le plus troublant du film survient lorsque Vera, interprétée avec une intensité féroce par Anne Savage, meurt pendant un appel téléphonique, étranglée par un cordon dans l'ombre, tandis que Roberts tire frénétiquement depuis l'autre pièce. Nous ne voyons que des ombres et n'entendons que le silence. Pourtant, c'est plus glaçant que n'importe quelle scène de meurtre explicite moderne. Lorsque la petite Producers Releasing Corporation fit faillite, De Tours tomba dans un vide juridique de domaine public. Les transferts de mauvaise qualité sur VHS l'ont maintenu en vie parmi les amateurs de noir jusqu'à ce qu'un nettoyage financé par des fans en 2023 soit maintenant diffusé gratuitement sur Internet Archive, prouvant que vous n'avez pas besoin de budget quand le destin lui-même est votre cinéaste. La femme au portrait, 1944. Un professeur de criminologie d'âge moyen étudie un portrait dans la vitrine d'un club, puis bascule à travers la vitre dans un rêve éveillé de passion, de panique et de logistique de dépôt de corps. La façade distinguée d'Edward G. Robinson se fissure minute par minute, tandis que Fritz Lang souligne son thème préféré, le hasard transformant des gens ordinaires en meurtriers. Ce film noir explore la peur secrète qui se cache dans chaque vie apparemment respectable. Quelle noirceur pourrais-je être capable de montrer dans les bonnes circonstances en Naomi, Camille, Moissai? Lang, toujours maître du dénouement psychologique, met en scène une séquence brillante où Robinson et sa complice Joan Bennett se débarrassent d'un corps dans un quasi-silence, la caméra observant depuis le siège arrière de la voiture comme un 3 im der Saar sagt der Aust.
Troisième coupable. Chaque pelletée de terre devient un glas miniature. Chaque regard nerveux vers les phares qui passent d'une montée de tension artérielle. Le producteur-scénariste Nunnally Johnson détestait la fin à rebondissement de Lang. Leur bataille pour les droits a laissé le négatif dans un purgatoire juridique pendant décennies. Le final controversé, que le public contemporain a soit loué comme brillant, soit condamné comme une échappatoire, était en réalité le commentaire de Lang sur le besoin américain d'une réassurance morale dans la narration. Quelque chose que ses sensibilités européennes trouvaient déroutant face aux véritables horreurs de la guerre en cours. À l'étranger, des chercheurs ont sauvé une copie en 2015 et son droit d'auteur expiré aux États-Unis vous permet de diffuser le cauchemar hypnotique complet avec ce final proto-twist qu'Hitchcock enviait, gratuitement sur les archives. Regardez le visage de Robinson dans les dernières images, où le soulagement se mêle à quelque chose de plus sombre. La connaissance que les rêves révèlent des vérités que la vie éveillée nie. La Dame de Shanghai, 1947. Orson Welles a torpillé sa propre image de star avec ce carnaval baroque de trahison. Il a rasé la célèbre crinière rousse de Rita Hayworth en platine, écrit des dialogues labyrinthiques, puis mis en scène la fusillade la plus célèbre du cinéma dans une salle de miroir, les impacts de balles fragmentant la réalité elle-même. Réalisé pendant l'effondrement du mariage de Welles avec Hayworth, le film vibre d'animosité personnelle à peine déguisée en mécanique de thriller. Chaque scène entre eux brûle de l'intimité particulière des personnes qui partageaient autrefois tout et qui désormais ne partagent plus que mutuelle destruction. Regardez comment Welles se cadre comme de plus en plus petit à côté de la présence lumineuse de Hayworth, le langage visuel d'un homme qui sait qu'il a perdu quelque chose d'irremplaçable. Le célèbre climax de la Maison des Miroirs a pris des semaines à tourner, mais des secondes pour devenir légendaire. Alors que les images miroirs se multiplient et se brisent, le film lui-même se fracture en pur expressionnisme, une représentation visuelle de l'innocence brisée de l'Amérique d'après-guerre. Welles, toujours en avance sur son temps, disséquait les politiques identitaires des décennies avant que le terme n'existe, montrant comment les personnages publics deviennent des pièges dont leurs porteurs ne peuvent s'échapper. Les dirigeants furieux de Columbia ont réduit le montage de 40 minutes et ont enterré la sortie sous comédie musicale. Pendant des années, seuls des bootlegs délavés circulaient jusqu'à ce que la restauration 4K de Sony en 2024 soit présentée dans des festivals. Étonnamment, un transfert standard autorisé en définition standard est accessible librement sur YouTube. Aujourd'hui, regardez Welles et Hayworth se tourner autour sur un pont enveloppé de brouillard dans un long travelling ininterrompu. Une audace cinématographique pure que les survivants de l'ère des studios osaient rarement. Night and the City, 1950. Réalisateur, Jules Dassin sur liste noire, a fui l'inquisition hollywoodienne, est arrivé à Londres et a déversé son angoisse d'exil dans ce portrait fiévreux de l'arnaqueur Harry Fabian, toujours à un plan de paradis. Cela pourrait être le film noir le plus physiquement épuisant. Richard Widmark passe presque tout le film à courir à travers les bas-fonds de Londres, son visage un masque de désespoir qui semble vieillir au fur et à mesure que la nuit avance. Dassin, sachant que sa carrière à Hollywood était terminée à cause des accusations de HUAC, a filmé les quartiers dévastés par les bombes et les taudis du bord de la rivière de Londres avec une précision documentaire, créant un paysage où la guerre ne s'est jamais vraiment terminée, mais s'est transformée en lutte économique. En filmant les docks nocturnes de Londres, Dassin a orchestré des combats de lutte éclairés comme des cauchemars de Rembrandt. Richard Widmark transpire une désespoir si réelle que vous aurez envie de vous doucher. Le point central du film, un match de lutte à mort entre un champion grec vieillissant et un jeune challenger, devient une métaphore de la destruction du vieux monde et de la brutalité du nouveau. Dassin filme ses séquences avec une immédiateté à main levée qui semble étonnamment moderne, précédant à la fois la nouvelle vague française et la cinématographie sportive contemporaine de décennies. Fox a sorti des versions UK et US conflictuelles, déconcertant les critiques, puis a laissé les droits dépérir. La version britannique complète est tombée dans le domaine public et brille maintenant aux archives dans sa version intégrale de 101 minutes, où la légende dit que Martin Scorsese la projette pour chaque nouveau directeur de la photographie qu'il... Maurice sera à haute résolution. Regardez la scène où Widmark se cache dans un tuyau de drainage à l'aube, la lumière avançant inexorablement vers sa cachette. C'est de la pure poésie visuelle sur l'inévitabilité de Jugement. Criss Cross, 1949. Robert Siodmak retrouve Burt Lancaster pour un tango funeste d'obsession. Steve Thompson revient à Bunker Hill de Los Angeles en espérant raviver la flamme avec son ex-femme Anna, mais finit par proposer sa propre ligne de voitures blindées pour le braquage qui financera leur fuite. Ce qui rend ce film noir spécial, c'est la façon dont Siodmak filme le désir comme une force physique. La physicalité brute de Lancaster crée un personnage dont le corps le trahit à chaque tournant.
Tourné. Il ne peut littéralement pas s'empêcher d'être attiré par la femme fatale d'Yvonne de Carlo. Leur séquence de danse dans un bar du centre-ville, filmée en un seul plan avec une caméra qui capte chaque toucher de doigt et clin d'œil, génère plus de tension érotique que n'importe quelle scène explicite moderne pourrait. Gérer. La caméra à la main de Siodmak rôde dans les bars enfumés et les fêtes de rue ethniques. Une rare vivacité documentaire pour 49. Les scènes dans le véritable quartier de Bunker Hill préservent un Los Angeles disparu, avec ses communautés immigrées, ses funiculaires escarpés et ses pensions victoriennes. Maison. Cette couche sociologique donne à l'histoire criminelle une résonance supplémentaire. Thompson ne risque pas seulement sa vie pour une femme, mais pour un mode de vie en voie de disparition. Universal a laissé le négatif se détériorer jusqu'à ce que des archivistes découvrent une copie de Duplicata à Prague. Leur numérisation de 2023 est maintenant diffusée gratuitement, préservant un quartier disparu et une séquence de braquage que Michael Mann cite comme l'inspiration pour Heat, Parrain. La confrontation finale à l'hôpital, Lancaster immobilisé dans des bandages alors que son destin s'immisce par la porte, reste l'un des tableaux les plus glaçants du film noir sur la prédestination. Gun Crazy, 1950. Avant que Bonnie ne rencontre Clyde, la tireuse d'élite Annie a rencontré l'ex-délinquant Dell, et le mythe des hors-la-loi de l'époque de la dépression s'est rechargé à 90 miles par heure. Joseph H. Lewis monte sa caméra sur la banquette arrière pour un braquage de banque en une seule prise, qui file à toute allure dans de vraies rues, les passants terrifiés regardant pour une authenticité que vous ne pouvez pas. Faux. Ce film de série B, tourné pour presque rien, contient une réalisation innovante que les réalisateurs avec un budget 10 fois supérieur ne pouvaient égaler. Lewis, un maître dans l'art de faire passer la pauvreté pour une décision artistique, transforme la contrainte de ne pas avoir assez d'argent pour des plans de processus en opportunité. En mettant en scène le braquage en une seule prise, avec de véritables décors et des micros cachés, il a créé une intensité de type documentaire qui ressemble plus à des images retrouvées qu'à de la fiction. Regardez comment la caméra se tapit sur le siège arrière, nous rendant complices involontaires du crime, une technique que Godard emprunterait pour, à bout de souffle une décennie, plus tard. Au-delà de la virtuosité technique, Gun Crazy offre une complexité psychologique inhabituelle pour son époque. Peggy Cummins incarne Annie avec une sexualité prédatrice que le code de production ne pouvait pas vraiment censurer. Sa réplique célèbre « J'ai été malmenée toute ma vie, et à partir de maintenant, je vais me battre » devient un manifeste de genre en avance de plusieurs décennies sur son temps. Dell, interprété par John Dahl, quant à lui, subvertit les stéréotypes masculins du gangster traditionnel avec sa dépendance émotionnelle et ses compétences en-tir qui ne fonctionnent que lorsqu'il ne vise pas des cibles vivantes. Les bailleurs de fonds indépendants se sont retirés, les droits d'auteur se sont évaporés et le film a dérivé vers la télévision du jeudi soir. Paquet. Truffaut l'a défendu dans Cahiers du cinéma, les critiques ont suivi, et une restauration en 2022 pour Noir Allé de TCM a restitué le film dans ses 86 minutes brûlantes. Gratuit aujourd'hui sur l'Internet Archive. Évitez les éditions colorisées. La palette en gris métallique de Russell Harlan mérite son nom. Mystery Street, 1950. Des décennies avant les experts, le réalisateur John Sturges a introduit des caméras dans la vraie morgue de Harvard pour ce film médico-légal. Dénouement. Ricardo Montalban, rare acteur principal latino dans le cinéma policier de l'époque des studios, joue un détective de Cape Cod, collaborant avec un professeur expert en os pour identifier un squelette trouvé sur une plage. Ce qui rend Mystery Street révolutionnaire, ce n'est pas seulement son approche procédurale, c'est la manière dont le film démocratise le savoir en tant que pouvoir. Le lieutenant Morales de Montalban fait face à un racisme subtil tout au long de l'enquête, mais il contre les préjugés non avec des points, mais avec une intelligence méthodique. Les scènes où il absorbe les techniques médico-légales du professeur de Bruce Bennett montrent une rare humilité pour les détectives du cinéma de n'importe quelle époque. Ensemble, ils créent un prototype d'enquêteur respectueux de la science qui finira par dominer la fiction criminelle. Le tournage sur place à Boston et au Cap Cod en hiver crée une authenticité régionale rarement vue dans les films criminels de l'époque des studios. Film. Sturges oppose le monde académique cloîtré de Harvard aux communautés de pêcheurs portugaises issues de la classe ouvrière, utilisant de véritables locaux comme figurants et de véritables lieux chaque fois que possible. Une séquence où Morales suit l'empreinte distinctive d'une botte dans la neige jusqu'à la porte d'un suspect, se déroule comme un documentaire dans son attention directe à l'environnement. Détail. Les spectateurs ont été surpris par les gros plans anatomiques et ont rejeté le rythme procédural alors novateur. MGM a mis de côté la sortie internationale plus large, et une chute des droits d'auteur a fait tomber le film dans le domaine public. Un scan bénévole en 4000 téléchargés en avril 2024 vous permet de diffuser le premier thriller de laboratoire criminel grand public de l'histoire. Encore étrangement moderne dans sa reconnaissance que la science, et non l'intuition, résout souvent les mystères les plus
crime grave. Body and Soul, 1947. Les écrans dégoulinent de sueur alors que James Wong Howe attache la caméra à un arbitre de boxe, plongeant les spectateurs entre les gants dans des échanges punitifs. Coin de vue. John Garfield incarne Charlie Davis, un gamin de la rue qui gravit les échelons vers la gloire des poids welters, alors que des gangsters tirent les ficelles de la marionnette. Ce n'est pas seulement un film noir sur la boxe, mais une critique acerbe du capitalisme lui-même. Le boxeur en tant que travailleur exploité, son corps transformé en marchandise pour le divertissement. Le scénariste Abraham Polonsky insuffle au scénario une politique progressiste qui a d'une manière ou d'une autre échappé aux censeurs du studio. Écoutez le dialogue entre Garfield et sa mère sur le succès. « À quoi ça sert si tu ne crois pas en ce que tu fais ?» demande-t-elle, articulant l'érosion morale au cœur du rêve américain. La cinématographie révolutionnaire de James Wong Howe, qui portait littéralement des patins à roulettes et tenait la caméra pour suivre les boxeurs sur le ring, crée une immédiateté qui a influencé la photographie sportive pendant des décennies. Les spectateurs modernes peuvent ne pas réaliser à quel point son travail à la main était innovant. En 1947, les caméras étaient principalement montées sur des dollies et des grues encombrantes. Les séquences de boxe semblent violentes d'une manière viscérale et privées d'oxygène qui fait paraître Rocky, chorégraphié en comparaison. L'écrivain Abraham Polonsky, avec son message pro-travail, a effrayé les exposants pendant les secousses de la peur rouge. De nombreuses chaînes ont refusé les réservations, coûtant une fortune à United Artists. Le clair-obscur cinétique de Howe paraît maintenant plus frais que le VR au bord du ring, librement visible dans de multiples téléchargements HD sur l'archive. Repérez la scène où Garfield fait les 100 pas sous une seule ampoule qui se balance. Scorsese a repris le rythme à la perfection pour Raging Bull, la reconnaissance par un cinéaste d'une influence trop puissante pour être niée. Sudden Fear, 1952. Joan Crawford joue une dramaturge qui enregistre chaque répétition, pratique lorsqu'elle découvre que son nouveau mari, Jack Palance, répète son meurtre. Tourné entièrement sur les collines de San Francisco, le réalisateur David Miller utilise les rues vertigineuses et le véritable tintement des tramways pour piéger Crawford dans une angoisse nocturne. Paranoia. Ce qui élève cela au-delà du récit habituel de femmes en danger, c'est Mira Hudson, de Crawford. Pas une victime sans défense, mais une tacticienne astucieuse, utilisant l'imagination de son auteur dramatique pour déjouer ceux qui veulent la tuer. La séquence où elle découvre le complot meurtrier via dictaphone, puis élabore sa contre-stratégie, se déroule dans un silence presque total, le visage de Crawford devenant un paysage de réalisation, terreur, puis une détermination calculée. C'est une leçon magistrale de réaction qui nous rappelle pourquoi Crawford est resté une puissance de décennies après le début de sa carrière. Miller utilise la topographie naturelle de San Francisco pour externaliser la position précaire de Hudson, toujours soit en train de grimper désespérément en montée, soit en danger de tomber dans l'obscurité. Les scènes nocturnes emploient particulièrement des techniques pratiques du film noir pour un effet maximal, Faris créant des éclairages momentanés avant de replonger les personnages dans l'ombre, brouillard obscurcissant le poursuivant jusqu'au dernier moment possible, et le rythme de fond constant des cornes de brume, suggérant un destin imminent à travers le brouillard. Malgré 4 nominations aux Oscars, la société de production a fait faillite. Le négatif nitrate rétrécissait jusqu'en 2019. Sauvetage et son statut de domaine public aux États-Unis maintient maintenant un transfert très net à la fois sur YouTube et Internet. Archive. Ces dernières 12 minutes, le magnétophone de Crawford résonnant dans des ruelles plongées dans le noir pourrait secouer Alfred Hitchcock lui-même, prouvant que parfois, le son le plus terrifiant est celui de votre propre voix revenant vous hanter. Pick Up, on South Street, 1953. Espion de la guerre froide, arnaqueur du front de mer et pickpocket du métro, se heurte dans le coup de poing de 80 minutes de Samuel Fuller. Quand le petit voleur Skep subtilise du microfilm à un coursier sans méfiance, le FBI, des agents communistes et Lindick Telmeriter apportent un argot new-yorkais qui pique comme de la grêle. Fowler, un vétéran de combat qui a débarqué en Normandie avec une caméra, apporte l'intensité des champs de bataille au conflit urbain. Sa séquence de vol à la tire dans le métro, où les doigts de Richard Widmark dansent à l'intérieur du sac d'une femme sans jamais croiser son regard, se déploie avec la précision d'une opération militaire. Opération. Fuller le filme principalement en gros plan, qui accentue à la fois l'intimité de la violation et le détachement clinique du voleur. Technique. C'est une séquence si viscérale que la New York Transit Authority aurait augmenté le nombre d'agents en civil après la sortie du film. Ce qui rend Pick Up essentiellement noir est son ambiguïté morale envers l'Amérique. Institution. Malgré le contexte de la guerre froide, Fuller refuse de glorifier soit le FBI, soit son protagoniste petit criminel. Quand Widmark crache, ne brandis pas le drapeau devant moi, à un agent qui tente de faire appel à son patriotisme, le
Le film s'inscrit fermement dans la tradition cynique du film noir, ni de gauche ni de droite politiquement, mais profondément méfiant envers toute autorité et également méprisant envers toute certitude idéologique de n'importe quelle direction. J. Edgar Hoover a critiqué Fuller pour avoir glorifié la criminalité de rue, Fox a réduit la distribution à l'étranger. Et dans les années 70, le film a disparu des rotations télévisées. Une restauration par le National Film Registry a refait surface en 2022. Et sa disponibilité au public met aujourd'hui une édition nette dans les archives. Écoutez le monologue de lit de mort de Ritter. 3 minutes de pure désolation sur une vie passée à économiser pour des funérailles auxquelles personne n'assistera, livrée avec une telle acceptation implacable qu'elle transcende entièrement l'intrigue criminelle. As du trèfle, 1951. Billy Wilder sert le cynisme des médias à l'état brut. Kirk Douglas brûle d'intensité dans le rôle de Chuck Tatum, un journaliste déshonoré qui transforme un sauvetage dans une grotte en carnaval, vendant la tragédie humaine par colonne. Pousse. Paramount l'a renommé The Big Carnival et a enterré la promotion. Les spectateurs ont sursauté en reconnaissant leurs propres appétits de badaud. Aucun film hollywoodien de son époque n'indique la culture américaine de manière plus sauvage. Wilder, un émigré européen qui a perdu sa famille dans l'Holocauste, apporte la clarté d'un étranger à l'alchimie américaine unique qui transforme la tragédie en divertissement. La séquence où les efforts de sauvetage sont délibérément ralentis pour prolonger la couverture médiatique ressemble moins à de la fiction qu'à une prophétie, un modèle de la façon dont les chaînes d'information câblées fonctionnera des décennies plus tard. Douglas, à son apogée de charisme féroce, rend la corruption de Tatum séduisante, même si nous nous reculons devant ce qui distingue vraiment ce film noir, c'est son décor, le désert aride du Nouveau-Mexique, où les ombres ne sont pas projetées par des lampadaires, mais par des éléments implacables. Le soleil. Le directeur de la photographie, Charles Long, crée un noir de jour en utilisant la brume de chaleur, la poussière et une luminosité aveuglante pour créer un malaise là où le noir traditionnel utiliserait l'obscurité. La grotte elle-même devient une inversion métaphorique, un lieu d'ombre fraîche qui représente paradoxalement l'exposition plutôt que dissimulation. Les droits d'auteur à l'étranger ont d'abord expiré, permettant à Pluto TV d'héberger le film gratuitement en Amérique du Nord aujourd'hui. Regardez le mouvement de caméra de Wilder, alors que les yeux de Tatum brillent, prend de l'avance sur la culture du clickbait de Pierce de 74 ans, nous rappelant que l'exploitation médiatique n'a pas commencé avec Internet, mais avec le premier instinct humain de tirer profit du malheur d'autrui. Le crime était presque parfait. 1954. Hitchcock a tourné ce thriller de salon avec 2 caméras, une pour la 3D, une à plat. Puis, Warner Brothers a retiré les copies stéréoscopiques, convaincu que la mode était passée. Contrairement à Vertigo ou Psychose, le crime était presque parfait, languissait dans des coffres, jusqu'à ce que les passionnés de 3D financent un scan négatif en 2019. Bien que moins célébré que les autres œuvres de Hitchcock, le crime était presque parfait contient certains de ses récits visuels les plus précis. Travaillant dans les limites d'un appartement seulement, sur le plateau, Hitchcock crée une boîte à énigmes géométriques où chaque objet acquiert une signification narrative, des clés qui ne tournent pas tout à fait, des ciseaux qui deviennent des armes, et, surtout, des cordons de téléphone qui lient les personnages à leur destin. Regardez comment il met en scène la tentative de meurtre. Grace Kelly tendant la main en arrière dans l'obscurité, cherchant désespérément une arme alors que les mains de l'attaquant se referment sur elle. Gorge. C'est un cours magistral de mise en scène qui génère une tension maximale à partir de mouvements minimaux. La palette de couleurs mérite une attention particulière. Contrairement au monde en noir et blanc de la plupart, noir, Hitchcock utilise une palette dominée par le vert émeraude et le cramoisi, créant une atmosphère à la fois empoisonnée et passionnée. La chemise de nuit blanche de Kelly, lors de la tentative de meurtre, devient une toile pour les 2 couleurs, d'abord baignée de lumière verte, puis teintée de rouge. Song, une transition visuelle de l'innocence à la violence qui ne nécessite aucun dialogue. La version plate se trouve dans le domaine public des États-Unis. Plusieurs téléchargements en haute définition sur Internet Archive et Dailymotion vous permettent de vous imprégner du jeu de couleurs émeraude et cramoisi d'Hitchcock. Remarquez comment chaque fil de téléphone serpente sur le tapis comme un serpent, présageant le meurtre même lorsque rien ne bouge, un plan fixe plus menaçant que de nombreuses séquences d'horreur modernes remplies de créatures numériques. The Asphalt Jungle, 1950. La procédure de vol de bijoux de John Huston ressemble moins à une fiction qu'à un dossier. Sterling Hayden rêve de racheter la ferme familiale. Sam Jaffe chronomètre le vol à la seconde près. Marilyn Monroe, dans son rôle décisif, émet l'espoir fragile que le crime pourrait apporter le bonheur. L'attention quasi-documentaire du film sur la mécanique du crime a établi le modèle pour d'innombrables films de braquage à venir. Suivre. Huston consacre près de 30 minutes au braquage lui-même, montrant chaque défi technique et improvisation.
solution d'observation en détail minutieux. Ce qui rend cette séquence révolutionnaire, c'est son accent sur le processus plutôt que sur le résultat. Nous nous investissons dans l'artisanat du crime plutôt que dans sa morale. Implication. Regardez comment la caméra de Harold Rosson glisse le long du mur du bijoutier alors que la mèche pénètre, créant une tension visuelle à partir d'une action aussi banale que de percer un trou. Au-delà de la technique, The Asphalt Jungle offre un portrait sociologique du crime en tant que système économique alternatif avec ses propres codes professionnels et hiérarchies de classe. Chaque personnage représente une relation différente à l'argent. Dee Staden veut seulement assez pour récupérer son héritage perdu. Le Dr. Jeff rêve d'une évasion exotique au Mexique. L'avocat Louis Calhern prétend être légitime tout en finançant secrètement le vol. Même la brève apparition de Monroe en tant que maîtresse de Calhern suggère un autre type de transaction, la beauté échangée contre la sécurité dans un monde où les chemins conventionnels vers la stabilité semblent fermés. MGM a jugé la fin trop sombre et a retiré le film de nombreux cinémas de petites villes, puis a laissé expirer les droits à l'international. Aujourd'hui, une copie propre est diffusée sur Tubi, son attention quasi-documentaire au processus ayant donné naissance à chaque film de casse, de Rififi à Ocean's 11. Regardez la scène silencieuse du perçage de coffre, juste l'anxiété de TikTok et les ombres inquiétantes de Howe, apprenant aux cinéastes modernes que le suspense fonctionne mieux sans une musique dictant aux spectateurs ce qu'ils doivent ressentir.